Mes parents m'ont jeté de la maison à 15 ans. Nous ne gaspillerons pas notre argent pour un perdant comme toi. Va-t'en. Je les ai suppliés, mais ils se sont moqués de moi. 3 ans plus tard, ils ont fait faillite et m'ont demandé de payer leurs factures, mais je leur ai dit, je ne gaspillerai pas mon argent pour 2 ratés. Et je leur ai claqué la porte au nez. Mon nom est Manuel et je ne sais pas comment commencer à raconter cette histoire parce qu'à chaque fois que j'y pense, je ressens un mélange de rage, de douleur et, oui, aussi un peu de fierté pour ce que j'ai accompli. Je suis né dans une famille qui, de l'extérieur, semblait normale. Mon père, Ricardo, et ma mère, Marcella, vivaient dans une grande maison dans un quartier de classe moyenne supérieure. Ils avaient un commerce de vêtements qui marchait plutôt bien, ou du moins c'est ce qu'ils montraient au monde. Ils avaient toujours de l'argent pour acheter des choses chères, des vêtements de marque, une nouvelle voiture tous les 2 ans, des voyages à la plage ou à l'étranger. Mais moi, leur unique fils, je vivais comme un étranger dans ma propre maison. Pire qu'un étranger, je vivais comme un serviteur. Depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont traité comme si j'étais un fardeau. Je ne me souviens pas d'une seule étreinte, d'un mot de tendresse ou d'un moment où ils m'ont fait sentir que j'étais important. Au lieu de cela, tout ce que je recevais, c'était des critiques, des moqueries et des ordres. Manuel, nettoie la salle de bain. Manuel, balaie le patio. Manuel, fais les lits. Il y avait toujours quelque chose à faire, et si je me plaignais, mon père me regardait avec mépris et me disait, « Qu'est-ce que tu espères ? Vivre ici gratuitement ? Tu n'apportes pas un sou à cette maison, alors au moins fais quelque chose d'utile. » J'étais juste un enfant, que attendaient-ils que j'apporte ? Mais pour eux, cela n'avait pas d'importance. La nourriture était une autre façon de me rabaisser. Pendant qu'ils mangeaient du steak, du riz au poulet ou des plats élaborés que ma mère préparait, on me donnait les restes. Parfois, un morceau de pain dur avec un peu de fromage rance ou le riz collé au fond de la casserole. Ne gaspille pas de la bonne nourriture pour lui, disait mon père quand ma mère essayait de me servir quelque chose de décent, et elle, au lieu de me défendre, hochait la tête et me regardait comme si je ne valais rien. Puis les choses ont empiré. Mes parents ont commencé à dépenser plus d'argent pour eux-mêmes. Ils achetaient des vêtements chers, des bijoux et faisaient des voyages dans des endroits comme Cancun ou Miami. Ils ne m'emmenaient jamais. Pourquoi dépenser pour toi ? Tu ne le mérites pas, me disait mon père avec un sourire cruel. À l'école, cependant, j'étais différent. J'étudiais dans une école publique parce que mes parents refusaient de payer pour une école privée. Nous n'allons pas gaspiller notre argent pour un perdant comme toi, me disait-il. Mais dans cette école publique qu'ils méprisaient, j'ai trouvé un endroit où je pouvais briller. Les professeurs ont remarqué que j'étais différent. À 12 ans, ils m'ont fait sauter une classe parce que mes notes étaient excellentes et ma capacité d'apprentissage supérieure aux autres. À 14 ans, ils m'ont fait sauter une autre classe. Je dévorais les livres, résolvais des problèmes de mathématiques comme s'il s'agissait d'énigmes et écrivais des essais qui faisaient que mes professeurs me regardaient avec fierté. Pour la première fois, j'ai senti que je valais quelque chose, mais à la maison, mon intelligence ne signifiait rien. Chaque fois que j'essayais de raconter à mes parents mes réussites, ils se moquaient, « Bonne note ? Ça ne sert à rien. Le monde ne récompense pas les nerds, Manuel ?» disait mon père en riant. Ma mère, quant à elle, ne faisait que me regarder avec dédain et disait, « Ne te crois pas trop, dans cette maison tu n'es personne. » Chaque mot était comme un coup, mais je m'accrochais à une idée, un jour, je leur prouverai qu'ils avaient tort. À 15 ans, j'ai terminé le collège. C'était une immense réussite, surtout parce que je l'ai fait 2 ans plus tôt que la normale. J'étais excité, plein de rêves. Je voulais aller à l'université, étudier quelque chose qui me permettrait de m'en sortir. Je ne demandais pas grand-chose, une université publique bon marché où je pourrais payer les frais de scolarité avec un travail à temps partiel. Mais quand je l'ai raconté à mes parents, espérant qu'au moins ils me soutiendraient un peu, tout s'est effondré. C'était une nuit d'été, et nous étions dans le salon de la maison. Ils étaient assis sur le canapé, regardant un film sur leur nouvelle télévision à écran plat pendant que je faisais la vaisselle dans la cuisine. Quand j'ai eu fini, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis approché. « Papa, maman, je veux vous parler », ai-je dit en essayant de paraître sûr de moi. Mon père ne m'a même pas regardé, il a juste grogné, « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» J'ai pris une profonde inspiration et je leur ai raconté mon plan. Je voulais étudier à l'université, dans une université publique pour que ce ne soit pas si cher, et je n'avais besoin que d'un peu d'aide pour les frais d'inscription initiaux.
J'ai promis que je travaillerais pour payer le reste. Le silence qui a suivi a été pire que n'importe quel cri. Mon père a éteint la télévision, s'est tourné vers moi et a commencé à rire. Ce n'était pas un rire gentil, c'était un rire cruel, plein de mépris. L'université? Toi? Tu crois vraiment que tu vas être quelqu'un? A-t-il dit en se tenant le ventre de rire. Ma mère s'est jointe à lui, riant comme si j'avais raconté la blague la plus absurde du monde. Manuel, ne sois pas ridicule. L'université n'est pas pour des gens comme toi. Va travailler dans une station-service ou comme nettoyeur. C'est ce qui te convient. J'ai essayé de me défendre. Non, je sais que je peux y arriver. Je suis bon, papa, maman. Mes professeurs disent que j'ai du potentiel. J'ai juste besoin d'une opportunité. Je serai quelqu'un dans la vie, je vous le jure. Ma voix tremblait, mais j'étais déterminé à ne pas abandonner. Mais leurs rires sont devenus plus forts, plus cruels. Mon père s'est levé et m'a regardé comme si j'étais un insecte. Toi, quelqu'un? Ne me fais pas rire. Si tu te crois si intelligent, va-t'en de cette maison et fais-le seul. Ne compte pas sur nous pour quoi que ce soit. Tu es grand, n'est-ce pas? Alors prouve-le. Je ne comprenais rien, je leur avais juste demandé de l'aide pour l'université et maintenant ils me jetaient de la maison. Je suis resté glacé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Non, s'il vous plaît, ne me jetez pas. Au moins, laissez-moi rester ici le temps que je trouve un travail. Je n'ai nulle part où aller, je les ai suppliés les larmes aux yeux. Mais ma mère, avec un sourire froid, a prononcé les mots que je n'oublierai jamais, le mieux est que tu quittes cette maison, Manuel. Nous ne gaspillerons pas notre argent pour un perdant comme toi. Va-t'en. J'ai essayé de supplier une fois de plus, mais mon père a ouvert la porte de la maison et a montré la rue. Va-t'en, nous ne voulons pas te voir ici. Si tu es si intelligent, débrouille-toi seul. Leurs rires m'ont suivi tandis que je prenais un sac à dos avec le peu que j'avais, quelques vêtements, 2 cahiers et les restes de ma dignité. Cette nuit-là, à 15 ans, je me suis retrouvé dans la rue, sans un sou, sans endroit où dormir et le cœur brisé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai marché des heures, le sac à dos sur l'épaule, jusqu'à ce que je trouve un parc où j'ai passé la nuit assis sur un banc. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes, mais au milieu de cette douleur, quelque chose en moi s'est allumé. Une étincelle de rage, de détermination. Je vais leur prouver qu'ils avaient tort, me suis-je dit. Je serai quelqu'un, et quand je le serai, ils ne pourront pas me toucher. Ce fut la nuit où j'ai décidé de construire mon propre chemin, sans eux. Je ne savais pas comment, mais j'étais clair que je n'abandonnerais pas. Mes parents pensaient qu'ils m'avaient détruit, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en me jetant, ils m'avaient donné la liberté de devenir quelqu'un de beaucoup plus grand qu'ils ne le seraient jamais. Le lendemain, épuisé et sans un sou, je me suis assis sur un trottoir près du centre-ville. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai vu une petite pancarte dans une épicerie, cherche aide. Pas d'expérience requise. Mon cœur a bondi. Je suis entré, essayant de ne pas avoir l'air aussi désespéré que je me sentais. Le propriétaire, un vieil homme avec des lunettes et une moustache, m'a regardé de haut en bas. « Quel âge as-tu, mon garçon ?» a-t-il demandé. « 15 ans, monsieur, mais je suis travailleur et j'apprends vite », ai-je répondu en redressant le dos pour paraître plus grand. L'homme, que j'ai appris plus tard s'appelait Don Carlos, a froncé les sourcils. « Tu es très jeune. Où sont tes parents ?» J'ai hésité une seconde, mais j'ai décidé d'être honnête. « Je n'ai personne, monsieur. Je suis seul et j'ai besoin de travailler. » Quelque chose dans ma voix ou peut-être dans mon regard a dû le toucher, car il a hoché la tête lentement et a dit. « D'accord, tu commenceras demain. Tu aideras à décharger la marchandise et à nettoyer. Je ne te paierai pas beaucoup, mais si tu travailles bien, nous verrons. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans une ruelle derrière le magasin, utilisant mon sac à dos comme oreiller et un morceau de carton comme matelas. Ce n'était pas confortable, mais je me sentais différent. Pour la première fois de ma vie, j'avais une opportunité, même si elle était petite. Le lendemain, je suis arrivé au magasin avant qu'il n'ouvre. Don Carlos m'a donné une vieille chemise pour que je ne salisse pas la mienne et m'a mis au travail, déchargeant des caisses de légumes et de conserves. C'était un travail épuisant, mais je ne me suis pas plaint. Chaque boîte que je déplaçais, chaque étagère que j'organisais était un pas vers quelque chose de mieux. À la fin de la journée,
Don Carlos m'a donné un billet froissé et une assiette de nourriture, riz, haricots et un morceau de poulet. J'ai mangé comme si c'était un festin, remerciant en silence. Les jours se sont transformés en semaines. Je travaillais du lever au coucher du soleil, et même si le salaire me suffisait à peine pour manger et payer une chambre dans une pension bon marché, j'ai commencé à économiser. Chaque peso que j'économisais était un rappel que je construisais quelque chose, même à partir de rien. Don Carlos a remarqué mes efforts et, petit à petit, a commencé à me faire confiance. Il m'a appris à gérer la caisse, à parler aux clients, à tenir un inventaire. « Tu as de la tête, Manuel », me disait-il. « Si tu continues comme ça, tu iras loin. » Ces paroles étaient comme un baume après des années de n'entendre que des insultes. Mais tout n'était pas facile. Il y avait des nuits où la fatigue me submergeait et le souvenir de mes parents me frappait comme une vague. Je me demandais pourquoi ils me détestaient tant, ce que j'avais fait pour mériter leur mépris. À ces moments-là, la rage se ravivait. « Tu n'es pas un perdant, Manuel », me répétais-je. Ce sont eux qui ont tort. Cette rage est devenue mon moteur, la force qui me faisait me lever chaque matin, même si mes muscles étaient endoloris et mon cœur lourd. Un an après avoir été jeté de la maison, ma vie avait changé. J'avais ma propre entreprise et je ne dormais plus dans les ruelles ni ne mangeais les restes. J'ai loué une petite chambre décente avec un lit et un bureau où j'étudiais le soir, car même si je travaillais toute la journée, je n'avais pas renoncé à mon rêve d'étudier. À la bibliothèque publique, je lisais tout ce que je pouvais, des livres sur les affaires, l'économie, des histoires de personnes qui étaient parties de rien. Chaque page me rappelait que mon rêve d'aller à l'université n'était pas mort, juste reporté. Don Carlos est devenu une sorte de mentor. Un jour, alors que nous comptions l'argent de la caisse, il m'a dit « Manuel, tu as quelque chose qui ne s'apprend pas, la faim. Non pas de nourriture, mais de s'en sortir. Ne laisse personne te l'enlever. » Ces paroles m'ont donné de la force, mais m'ont aussi fait penser à mes parents. Où seraient-ils maintenant? Continueraient-ils à se moquer de moi, à dépenser leur argent dans le luxe pendant que je me battais? Je ne le savais pas, mais une chose était claire, je n'avais pas besoin d'eux. Chaque peso que je gagnais, chaque client qui me souriait, chaque nuit que je dormais sous un toit que je payais moi-même, était une preuve qu'ils avaient tort. À 18 ans, mon magasin était l'un des plus populaires du quartier. J'avais embauché 2 personnes de plus et commençais à penser à ouvrir un deuxième magasin. La ville commençait à parler de moi, du jeune homme qui était parti de rien et avait maintenant une entreprise prospère. Mais juste au moment où je sentais que tout allait bien, mon passé est revenu frapper à ma porte. C'était un vendredi après-midi tranquille dans le magasin quand mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu. « Manuel, mon fils, c'est ta mère. » La voix de Marcella m'a frappé comme la foudre. Je ne l'avais pas entendue depuis 3 ans, mais son ton était inimitable. « J'ai appris que tu allais très bien », a-t-elle dit avec une douceur qui semblait fausse. Puis, sans détour, elle est allée droit au but. « Nous avons des problèmes, mon fils. Ton père et moi avons fait faillite. Nous allons être expulsés si nous ne payons pas. S'il te plaît, aide-nous. Nous sommes ta famille. » J'ai ressenti une fureur qui me brûlait à l'intérieur. La famille? Il m'avait jeté comme un chien. Il s'était moqué de moi, m'avait traité comme des ordures et maintenant, parce que cela leur convenait, il m'appelait. J'ai dit, « Je ne vous aiderai pas », ma voix était froide. Vous m'avez laissé dans la rue. Ne me cherchez plus. Elle a commencé à supplier, à dire qu'il l'avait fait pour mon bien, qu'il m'avait toujours aimé. Des mensonges. J'ai raccroché et j'ai jeté mon téléphone sur le comptoir, tremblant de rage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, aux nuits dans la rue, à la faim, à la peur, mais j'ai aussi pensé à ce que j'avais construit, mon magasin, mon nom, ma vie. Ils n'avaient pas le droit de me demander quoi que ce soit. Et même si une partie de moi ressentait un nœud à l'estomac, une autre partie, plus forte, me disait que j'avais fait ce qu'il fallait. Je n'allais pas les laisser m'entraîner à nouveau avec eux. Les jours qui ont suivi l'appel de ma mère, Marcella, ont été un mélange d'émotions. D'un côté, je ressentais une fureur qui me brûlait la poitrine chaque fois que je me souvenais de sa voix, de cette fausse douceur avec laquelle elle m'avait appelé « fils », après des années à me traiter comme des ordures. D'un autre côté, il y avait une satisfaction amère de savoir que pendant qu'il tombait en ruine, je construisais quelque chose de solide, quelque chose à moi.
Mon magasin n'était pas seulement une entreprise prospère, mais un symbole de tout ce que j'avais accompli malgré eux. Mais même si j'essayais de me concentrer sur mon travail, une partie de moi savait que je n'en avais pas fini avec mon passé. Pas encore. C'était un vendredi après-midi, une de ces journées chargées où le magasin était plein de clients. J'étais derrière le comptoir, aidant une dame à choisir une chemise, quand la porte s'est ouverte et 2 silhouettes que j'ai à peine reconnues sont entrées. C'étaient eux, Ricardo et Marcella, mes parents, mais ils n'étaient plus les mêmes que je me souvenais. L'homme arrogant et la femme altière qui m'avaient humilié pendant des années semblaient maintenant des ombres d'eux-mêmes. Mon père, qui se pavanait toujours avec ses vêtements chers, portait une chemise froissée et un pantalon usé. Ma mère, qui se maquillait comme si elle allait à un gala, avait le visage émacié, les cheveux ébouriffés et des cernes profonds. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en 3. Je suis resté glacé, la chemise à la main, tandis qu'il s'approchait. Les clients continuaient de se déplacer dans le magasin, mais pour moi, le monde s'est arrêté. Manuel, mon fils, a dit ma mère avec cette même voix douce qu'elle avait utilisée au téléphone. Quelle joie de te voir. Regarde tout ce que tu as accompli. Son sourire était forcé et ses yeux parcouraient le magasin comme s'il calculait combien d'argent elle pouvait tirer de moi. Mon père, quant à lui, n'a rien dit au début, il m'a juste regardé avec un mélange de honte et de défi, comme s'il ne pouvait pas décider s'il était fier ou furieux que je sois là où j'étais. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé d'une voix aussi froide que possible. Il n'y avait pas de place pour les courtoisies. Pas après tout ce qu'il m'avait fait. Ma mère a fait un pas en avant, joignant les mains comme si elle priait. « Mon fils, nous avons besoin de te parler. Nous sommes dans une situation très difficile. On nous a expulsés de la maison. Nous n'avons nulle part où vivre. Nous n'avons rien. S'il te plaît, aide-nous. Nous sommes tes parents. » Ces mots, « nous sommes tes parents », ont été comme un coup de poing. Mes parents? Les parents ne jettent pas leurs enfants dans la rue. Les parents ne se moquent pas de leurs rêves. Les parents ne traitent pas leurs enfants comme des esclaves. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, mais je me suis retenu. Je voulais entendre jusqu'où il pouvait tomber. « Et pourquoi êtes-vous ici ?» ai-je dit en croisant les bras. Je pensais que vous ne vouliez rien savoir d'un perdant comme moi. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là, a fait un pas en avant. « Ne rends pas les choses plus difficiles, Manuel » a-t-il dit d'un ton qui se voulait autoritaire mais sonnait faible. « Nous avons fait des erreurs, oui, mais nous étions tes parents. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, une éducation. Tout ce que nous avons fait, c'était pour que tu sois fort, pour que tu t'en sortes. Et regarde, tu as réussi. Maintenant, c'est ton tour de nous aider. » Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Un rire amer, plein d'incrédulité. Que vous m'avez donné un toit. Vous m'avez jeté à 15 ans. De la nourriture? Vous me donniez les restes pendant que vous mangiez du steak. De l'éducation? Vous m'avez envoyé dans une école publique parce que vous ne vouliez pas dépenser un sou pour moi. Ne me racontez pas d'histoire, Ricardo. J'ai utilisé son prénom exprès pour qu'il soit clair que je ne les considérais pas comme mes parents. Il a frissonné, mais n'a rien dit. Ma mère, en revanche, a commencé à parler plus vite, presque désespérée. « Manuel, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous nous sommes trompés, je l'admets, mais nous étions jeunes, nous ne savions pas comment élever un enfant. Nous voulions le meilleur pour toi. C'est pourquoi nous t'avons laissé partir pour que tu trouves ton chemin. » Ces paroles étaient si fausses que je pouvais presque les voir se dissoudre dans l'air. Vous vouliez le meilleur pour moi, dites-vous? Alors pourquoi vous êtes-vous moqué de moi quand je vous ai demandé de l'aide pour l'université? Pourquoi m'avez-vous traité comme un serviteur toute ma vie? Vous vouliez le meilleur pour moi, ai-je dit en haussant la voix. Certains clients se sont tournés pour nous regarder, mais je m'en fichais. Vous m'avez traité comme des ordures. Vous me faisiez nettoyer la maison, les salles de bain, vos lits pendant que vous dépensiez votre argent en voyage et en vêtements chers. Vous me donniez les restes, vous vous moquiez de moi chaque fois que vous le pouviez. Quand je vous ai demandé de l'aide pour l'université, vous m'avez dit de travailler dans une station-service, que je ne serais jamais rien. Et quand je vous ai supplié de ne pas me jeter, qu'avez-vous fait? Vous m'avez claqué la porte au nez. Nous ne gaspillerons pas notre argent pour un perdant comme toi, vous vous en souvenez? Parce que moi, oui. Le silence qui a suivi a été pesant. Ma mère a baissé les yeux et un instant, j'ai pensé qu'elle allait pleurer,
mais elle ne l'a pas fait. Mon père, en revanche, a serré les poings et a dit « Ne fais pas la victime, Manuel. Si nous ne t'avions pas jeté, tu ne serais pas là. Nous t'avons rendu fort. » Ce fut le moment où j'ai su que rien n'avait changé. Ils étaient toujours les mêmes égoïstes qui justifiaient leur cruauté par des excuses bon marché. Non. Ai-je dit en les montrant du doigt. Vous ne m'avez pas rendu fort. Je suis devenu fort malgré vous. Chaque nuit que j'ai passée dans la rue, chaque jour que j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, chaque peso que j'ai économisé, je l'ai fait moi. Pas vous, jamais vous. Ma voix tremblait, mais pas de peur, mais d'une fureur que j'avais gardée pendant 3 ans. Maintenant, vous venez ici, dans mon magasin, dans ma vie, pour me demander de vous sauver parce que vous avez tout dépensé dans vos luxes et que vous vous attendiez à ce que je vous donne de l'argent comme si rien ne s'était passé? Non, je ne vous aiderai pas. Je ne vous veux plus dans ma vie, jamais. Ma mère a essayé de parler, mais j'ai levé la main pour la faire taire. Je ne gaspillerai pas mon argent pour de ratés. Partez. Ne me cherchez plus. Vous n'êtes pas ma famille. Vous ne l'avez jamais été. Les clients nous regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec gêne. Mon père, la voix brisée, a dit « Nous nous en allons ». Mais avant de partir, ma mère m'a regardé avec des yeux suppliants « Manuel, s'il te plaît, nous n'avons rien ». Je n'ai pas répondu, j'ai juste montré la porte. Ils sont partis en traînant les pieds, comme si le poids de leur propre ruine les écrasait. Et quand ils sont arrivés à la porte de l'entreprise, ils se sont arrêtés en disant « S'il te plaît, réfléchis bien ». Et je leur ai claqué la porte au nez. Cette nuit-là, en fermant le magasin, je ne pouvais pas me sortir la scène de la tête. Une toute petite partie de moi ressentait une piqûre de culpabilité. C'étaient mes parents, après tout. Mais cette culpabilité s'évanouissait chaque fois que je me souvenais des moqueries, des humiliations, des nuits dans la rue. Ils avaient choisi leur chemin et maintenant ils en payaient les conséquences. Je marchais vers mon appartement, un endroit modeste mais le mien, quand je les ai vus. Ils étaient à un coin de rue, assis sur le trottoir, avec une vieille couverture sur les épaules. Ils ressemblaient à des sans-abri, avec leurs vêtements sales et leurs visages émaciés. Ils n'avaient nulle part où aller, rien à manger. Un instant, nos regards se sont croisés. Ma mère a levé la main comme pour m'appeler. Mon père a juste baissé les yeux. J'ai sorti une pièce de ma poche. C'était une pièce de 2 centimes, insignifiante, comme les restes qu'ils me donnaient enfant. Je l'ai jetée par terre devant eux et j'ai dit, « Prenez, c'est tout ce que vous obtiendrez de moi. » La pièce a brillé sous la lumière d'un réverbère et le bruit de sa chute a été comme un marteau frappant un mur. Ma mère a sangloté et mon père a essayé de dire quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé faire. Ne me cherchez plus, jamais? Ai-je dit en me retournant. En marchant, j'ai entendu leur voix suppliante, mais je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que le poids de mon passé s'évanouissait. Ce n'était pas seulement que je leur avais claqué la porte au nez, comme ils l'avaient fait avec moi. C'était que j'avais gagné. J'avais construit un empire à partir de zéro, avec mes mains, ma sueur et ma rage. Eux, en revanche, n'avaient rien. La justice avait enfin été rendue. Les mois suivants ont été un tourbillon. J'ai ouvert mon 2e magasin, puis un 3e. La ville n'arrêtait pas de parler de mon entreprise et je suis devenu une sorte de légende locale, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. J'ai donné des vêtements à des refuges pour sans-abri. J'ai payé les frais de scolarité de quelques jeunes de l'école publique où j'avais étudié et j'ai embauché plus de jeunes qui, comme moi, n'avaient besoin que d'une opportunité. Je n'ai plus jamais revu Ricardo ni Marcella, mais parfois j'entendais des rumeurs, qu'ils vivaient dans la rue, qu'ils mendiaient, qu'ils avaient tout perdu. Je n'ai pas ressenti de pitié, j'ai ressenti de la justice. Chaque succès, chaque client reconnaissant était une preuve que je n'étais pas le perdant qu'ils croyaient. J'ai construit un empire à partir de zéro avec la sueur et la rage. Eux, qui m'avaient traité d'inutile, ont tout perdu. La pièce de 2 centimes a été mon dernier mot. La porte qu'ils m'ont fermée à 15 ans, je la leur ai fermée pour toujours, et maintenant je me sens libre.